La démocratie athénienne au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Ce texte a été écrit par Jacqueline de Romilly, brillante helléniste française, décédée récemment à plus de 90 ans, aveugle, et qui, pendant sa carrière, où elle a enseigné en lycée, à l'université, à la Sorbonne, au Collège de France, où elle a été la première femme élue. Elle était bien entendu également membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Elle fut élue également à l'Académie française. Jacqueline de Romilly a publié divers ouvrages pendant sa carrière, bien sûr. Elle a publié en collaboration avec Bodin et Weil les 5 volumes de l'édition de l'histoire du Péloponnèse de Thucydide dans la collection des universités de France. Dans la même veine, elle a publié un ouvrage sur Thucydide et l'impérialisme athénien en 1947. Elle a publié aussi, parmi beaucoup d'autres ouvrages, un précis de littérature grecque. Et à la fin de sa vie, elle s'est beaucoup intéressée aux problèmes de l'enseignement, d'où son ouvrage écrit sur l'enseignement, Nous autres professeurs, l'enseignement en détresse. Voici donc le texte de Jacqueline de Romilly sur la démocratie athénienne à l'époque classique. Le goût des idées et du débat apparaissent dès l'Iliade dans le domaine de la politique. Pourtant, on était alors à une époque de petits monarques, sans loi, ni consultation organisée, sans référence, sans institution. On peut aisément comprendre ce que la découverte de la démocratie allait entraîner comme progrès en ce sens et quel essor elle allait donner au débat politique. C'est sans doute par là que tout commence. La réflexion grecque se fait lucide et consciente lorsque la politique le réclame. Mais la démocratie athénienne ne fait à cet égard que parachever une tendance depuis toujours inhérente à la civilisation grecque. Les Grecs eux-mêmes semblent avoir mesuré cette originalité et en avoir pris conscience au début du 5e siècle, dans le choc qui les opposa aux envahisseurs perses. Et le premier fait qui les frappa alors fut qu'il existait entre eux et leurs adversaires une différence politique qui commandait tout le reste. Les Perses obéissaient à un souverain absolu, qui était leur maître, qu'ils craignaient et devant lequel ils se prosternaient. Ces usages n'avaient pas cours en Grèce. L'on connaît l'étonnant dialogue qui, dans Hérodote, oppose Xerxès à un ancien roi de Sparte. Ce roi annonce à Xerxès que les Grecs ne lui céderont pas, car la Grèce lutte toujours contre l'asservissement à un maître. Elle se battra, quel que soit le nombre de ses adversaires. Car si les Grecs sont libres, ils ne sont pas libres en tout, dit-il. Ils ont un maître, la loi, qu'ils redoutent encore bien plus que tes sujets ne te craignent. Fin de citation. Le voilà bien, posé en pleine lumière, au seuil de notre 5e siècle athénien, le principe de l'obéissance consentie à une règle, ce qui suppose la revendication d'une responsabilité. Et voilà du même coup des hommes maîtres d'un choix qui ne leur est imposé par personne. Échille déclare avec la même fierté dans les Perses que les Athéniens ne sont, je cite, « esclaves ni sujets de personne ». Fin de citation. Dès lors surgissent, avec ce contraste majeur, toutes les autres différences. La simplicité en regard du luxe, l'effort en regard de la mollesse, la réserve en regard des émotions extériorisées. Mais il importe de bien voir que, dans le texte d'Hérodote, ce n'est pas un Athénien qui parle,
et il ne parle pas de démocratie. Il s'agit dans ce texte de beaucoup plus. Il s'agit de tout un principe de vie qui définit, en somme, l'originalité fondamentale de la civilisation grecque. Avec son polythéisme, la Grèce ne pouvait pas trembler devant la volonté divine. Cette volonté était partagée, équilibrée, contrariée. N'ayant pas de prêtres, sauf pour quelques cultes déterminés, elle ne pouvait pas non plus trembler devant eux. Cela aussi excluait le secret. Et il y a comme un changement d'atmosphère radical quand on passe de la Grèce aux autres civilisations, même les plus raffinées. Rien d'équivalent en Grèce à ces représentations égyptiennes qui montrent Pharaon, l'homme-dieu, foulant aux pieds les peuples soumis. Rien d'équivalent au triomphe fastueux de Persépolis, où tout est édifié à la gloire d'un homme. Rien d'équivalent non plus à ces subtiles hiérarchies de lettrés que connut jadis la Chine. Tout se passe d'emblée au niveau de l'homme. En face des images du souverain, si fréquentes ailleurs, il suffit d'imaginer un de ces courroies, nus et anonymes, que la Grèce a multipliés, et la différence d'esprit apparaît. Ou bien il suffit de penser à ce groupe célèbre de l'Agora d'Athènes, représentant les deux hommes qui avaient tué le tyran. Ce groupe fut enlevé par les Perses lorsqu'ils occupèrent Athènes, au moment des guerres médiques, encore elles. Il fut remplacé ensuite par les Athéniens 3 ans après leur victoire. Un symbole, ici encore, une clarté révélatrice. On dirait que là, à la limite de l'Europe et de l'Asie, se heurtaient deux formes de civilisation. Et le contraste est d'autant plus saisissant qu'il devait, grosso modo, reparaître jusqu'en notre temps. Il opposait et devait continuer d'opposer liberté et absolutisme. Le contraste entre les peuples qui se prosternent devant un homme et ceux qui s'y refusent se retrouve à diverses époques. Ainsi, quand une ambassade anglaise refuse de faire le kotov devant l'empereur de Chine. Et, dans le domaine politique, un même idéal que l'on peut, comme alors, appeler européen ou bien occidental, continue à s'opposer à une série de régimes qui se succèdent en face, et pour lesquels on peut parler, selon les cas, d'absolutisme, de totalitarisme, de fanatisme et autres orientations, ceci englobant des régimes aussi opposés que la dictature personnelle, le stalinisme ou l'intégrisme. On dirait, en somme, qu'une même démarcation géographique sépare, aujourd'hui encore, les peuples qu'Hérodote distinguait comme représentant l'idéal des Grecs ou l'autoritarisme des Perses. Qu'ils s'achèvent ou non en guerre, les heurts entre les pays occidentaux et des chefs comme Kadhafi ou Khomeini, Assad ou Saddam Hussein sont autant d'illustrations convergentes et troublantes. La Grèce, se heurtant à Darius puis à Xerxès, a donc défini en termes clairs notre idéal européen. Les peuples qui s'y rallient le font cependant aujourd'hui en se réclamant du mot de démocratie. Et ceci nous ramène à Athènes et au pas qu'elle a franchi alors. Le roi de Sparte parlait d'indépendance et de respect des lois. Il ne disait pas, et pour cause, ni qui avait établi cette loi, ni dans quelle mesure cette liberté par rapport au dehors impliquait une liberté au dedans. Athènes se saisit de l'élan grec et le poussa plus avant, installant le débat au centre de toute vie politique. On découvre donc, en même temps, une continuité et un seuil. La démocratie se fit par étapes. Le premier auteur politique athénien est aussi un des pères fondateurs de la démocratie. Solon présida la vie politique athénienne à partir de 594 avant Jésus-Christ, plus d'un siècle avant les guerres médiques. Il fut le grand législateur d'Athènes et il tenta de s'opposer à la tyrannie de Pisistrate. Ses poèmes dégagent déjà quelques grandes notions sur le bon ordre, le civisme et les risques de l'excès, ou hybris.
ce n'est pas encore la démocratie. Ce n'est pas encore non plus la réflexion politique, mais ce sont des jalons jetés vers l'une et vers l'autre. Patientons un peu. Voici en 510 la fin de la tyrannie. Voici, en 508, le début des réformes démocratiques avec Clisthène. Désormais, sauf 2 brefs soubresauts, le régime ne devait plus changer. Ou plutôt, il ne devait plus changer de nom. Mais de façon régulière et progressive, en une série de mesures prises au cours du Ve siècle, les principes furent plus largement appliqués. Athènes, il faut le préciser, avait été lancée dans les guerres médiques alors que son régime n'avait que 20 ans d'âge. Elle s'en était tirée glorieusement grâce à des chefs qui, quelle que fût leur opinion, avaient respecté les règles démocratiques. Un de ces chefs, Thémistocle, avait contribué à faire d'elle une puissance maritime. Et la victoire fut, en partie, celle des marins, c'est-à-dire du peuple, au sens social du terme. À tous égards, la démocratie avait, si l'on peut dire, gagné la terre. Aussi vit-on se succéder les réformes. Et des aristocrates comme Périclès y contribuèrent résolument. L'aréopage, corps ancien et aristocratique, puisqu'il était composé des magistrats sortis de charge, perdit ses attributions politiques. Quelques années plus tard, les citoyens des classes sociales les plus modestes purent accéder aux plus hautes fonctions. Bientôt, une indemnité fut prévue pour l'exercice des fonctions publiques. Ainsi, personne n'en serait écarté par la pauvreté. Cette indemnité fut d'abord allouée aux magistrats et aux membres du conseil, puis aux juges. Elle devait s'étendre, au début du IVe siècle, même à l'Assemblée. En même temps, toutes les précautions étaient prises pour permettre à tous une participation égale et éviter l'emprise des privilégiés. Certaines de ces précautions remontaient assez haut dans le temps. Elles furent maintenues et renforcées. Le tirage au sort pour toutes les magistratures, sauf les fonctions militaires et financières, le panachage des désignations permettant de grouper des éléments sociaux différents et de réserver une représentation égale à toutes les tribus, le groupement des magistrats en collège, le contrôle exercé sur eux par l'Assemblée du peuple avant leur entrée en charge et à la fin de leur gestion, limité à 1 an pour toutes les fonctions sauf celle des stratèges. Tout fut mis en œuvre pour que la démocratie devînt vraiment le gouvernement par les citoyens et que tout dût passer par leurs décisions. On comprend que cela ait changé la vie des Athéniens et donné au débat en commun une dimension imprévue. Il se passait à Athènes quelque chose que l'on n'avait encore jamais vu. Est-ce à dire qu'il n'y avait eu nulle part ailleurs de démocratie? Peut-être y en avait-il eu en Grèce ou hors de Grèce. Mais à Athènes, l'instauration de ce régime s'est combinée avec le besoin éminemment grec de dégager toujours les principes sous une forme universelle. Elle s'est accompagnée d'écrits, d'arguments, de justifications. Elle a donné lieu à l'élaboration de concepts valables pour d'autres formes de gouvernement comparables. Athènes a installé le débat au centre de la vie publique. Mais elle a aussi, grâce au débat, cerné les principes de cette vie publique. Et tous les auteurs du temps ont bientôt fait passer la substance de ce débat-là dans leurs œuvres. On vient de parler de l'aréopage. Une tragédie d'Échille, les Euménides, évoque le rôle de ce tribunal. Quelques années plus tard, Hérodote introduit dans son œuvre une discussion, un débat, sur les avantages et les inconvénients des divers régimes. Thucydide prête à Périclès un grand discours sur l'esprit du régime athénien. Euripide aborde tantôt les beautés de la démocratie et tantôt ses défauts, les deux s'opposant, en un débat, dans la tragédie des suppliantes, en attendant que les perversions de la démocratie remplissent une bonne partie de la tragédie d'Oreste. En même temps, nous savons que des théories s'esquissaient en faveur de formes plus nuancées de la démocratie, de régimes mixtes, de la constitution des ancêtres. On aura l'occasion d'y revenir, mais il faut dès l'abord rappeler cette distinction capitale. Même si Athènes n'a pas inventé la démocratie, elle a été la première à prendre conscience de ses principes
à la nommer, à en analyser le fonctionnement et les formes. Elle a ainsi inventé l'idée même de démocratie, sans l'ombre d'un doute possible. Le lait, ainsi fait à l'Europe, n'est certes pas négligeable. Là aussi, Athènes rejoignait cet élan qui, dès le début, avait poussé les Grecs à définir, à nommer, à analyser, pour tous et pour toujours. Mais là aussi, la réalité nouvelle stimulant et renforçant l'élan ancien, elle passait un seuil, entrant soudain dans la claire lumière de la réflexion politique. Là aussi, il y avait tout ensemble une continuité et un seuil. La nature de la démocratie qu'elle se donna encourageait ce double surgissement. Pour comprendre l'impulsion que celle-ci apporta à toutes les activités de l'esprit, il faut rappeler une fois de plus ses principes les plus originaux. Il consiste à inviter des milliers de citoyens à un débat de paroles et d'idées toujours ouverts. Naturellement, les circonstances aidaient. Il n'y avait pas de journaux, ni de radio, ni de télévision. Il n'y avait que la parole. D'autre part, il s'agissait d'une petite cité où il était possible de tenir des discussions devant ce qui était, au moins théoriquement, tout le peuple. La parole pouvait, par elle-même, s'adresser à tous. Mais tout fut mis en œuvre pour que cette parole fût nécessaire et souveraine. Elle était à l'Assemblée, au Conseil, dans les tribunaux et dans le contrôle des magistrats. L'Assemblée comportait tous les citoyens de plus de 18 ans. Bien que certaines affaires graves aient exigé un quorum de 6000 personnes, il en venait rarement plus de 2000. L'Assemblée ordinaire se réunissait de 10 à 40 fois par an. Il y avait aussi, dans les cas graves, des assemblées extraordinaires. Jusque-là, rien d'étonnant. L'étonnant est en fait que cette masse de gens, plus ou moins zélés et compétents, avait pouvoir de décision dans toutes les matières politiques. Le Conseil, tiré au sort parmi les citoyens âgés de plus de 30 ans, comportait, lui, 500 personnes. Et il préparait les textes soumis à l'Assemblée. Il menait même certaines négociations et jouait un rôle, souvent important, de gestion. Mais, en fin de compte, c'était l'Assemblée qui tranchait en matière de politique étrangère, décidait de la paix et de la guerre, ainsi que des alliances, votait les lois, exerçait un droit de haute justice dans tout ce qui touchait la sûreté de l'État et ratifiait la gestion des magistrats. S'agissait-il seulement d'un vote, pour ou contre? Justement pas. Le principe de l'Assemblée était que chacun pût parler. Il va de soi que, dans la pratique, seul un petit nombre osait se lancer. Mais ce qui comptait était l'idée que ce fût, en théorie au moins, ouvert à tous, que ce fût libre. Parler, s'expliquer, se convaincre les uns les autres. C'est là ce dont Athènes était fière, ce que les textes ne cessent d'exalter. Ils le font en exaltant les institutions elles-mêmes, d'abord. Ainsi Euripide, lorsqu'il célèbre, par la bouche de Thésée, la démocratie dans les suppliantes, écrit avec panache « Quant à la liberté, elle est dans ses paroles. Qui veut, qui peut donner un avis, sage à sa patrie. L'or, à son gré, chacun peut briller ou se taire. Peut-on imaginer plus belle égalité ?» Fin de citation. Ce « qui veut prendre la parole » semble avoir hanté et émerveillé les Athéniens. 3 fois la question revient dans le théâtre d'Aristophane pour des assemblées imaginaires. Et c'est, dans les mêmes thèmes, la question que Démosthène a évoquée de façon si grandiose dans le « Sur la couronne » lorsque nul ne demandait la parole. Je cite. Le héros répéta plusieurs fois sa question. Néanmoins, on ne voyait toujours se lever personne. Et pourtant,
Tous les stratèges étaient là, tous les orateurs, et la patrie appelait l'homme qui se lèverait pour son salut. » Fin de citation. On le remarquera en passant. L'homme politique à Athènes s'appelle l'orateur. Celui qui parlait montait pour cela à la tribune. Il parlait une couronne sur la tête, signe de son inviolabilité. Mais les Athéniens étaient conscients aussi du choix fondamental qu'impliquait un tel régime. Il impliquait la foi dans la parole et dans l'analyse. Thucydide a fait exprimer cette idée par Périclès quand celui-ci explique l'esprit même de la démocratie athénienne. Après avoir insisté sur le principe du débat commun, il en dégage la philosophie. Il vaut la peine, ici encore, de citer le texte de façon complète. Une même personne peut, à la fois, s'occuper de ses affaires et de celles de l'État. Et quand des occupations diverses retiennent des gens divers, ils peuvent pourtant juger des affaires publiques sans rien qui laisse à désirer. Seul, en effet, nous considérons l'homme qui n'y prend aucune part comme un citoyen non pas tranquille, mais inutile. Et, par nous-mêmes, nous jugeons ou raisonnons comme il faut sur les questions. Car la parole n'est pas à nos yeux un obstacle à l'action. C'en est un, au contraire, de ne s'être pas d'abord éclairé par la parole avant d'aborder l'action à mener. Fin de citation. Cette idée essentielle sera reprise plus tard par Isocrate en un éloge solennel de la parole dont le début au moins doit être rappelé. Isocrate vient de reconnaître que les hommes sont, sur bien des points, inférieurs aux animaux. Mais il y a la parole. Je cite. « Parce que nous avons reçu le pouvoir de nous convaincre mutuellement et de faire apparaître clairement à nous-mêmes l'objet de nos décisions, non seulement nous nous sommes débarrassés de la vie sauvage, mais nous nous sommes réunis pour construire des villes. Nous avons fixé des lois, nous avons découvert des arts, et presque toutes nos inventions, c'est la parole qui nous a permis de les mener à bien. » Fin de citation. Le texte est beaucoup plus général. Il est aussi moins précis que celui de Thucydide. Rien d'étonnant à cela. Il parle de l'humanité alors que Thucydide parlait de la démocratie athénienne. Et il parle du langage alors que Thucydide parlait du débat entre citoyens. Pourtant, on reconnaît la même philosophie sous-jacente et la même foi grecque et athénienne dans l'analyse menée à plusieurs. Qui avait exprimé de telles idées auparavant? Qui l'avait fait en un autre pays? Les uns vantaient la divine majesté de leurs souvenirs, d'autres la sagesse inspirée de leurs prêtres ou de leurs prophètes. Cette ouverture soudaine est grecque et sa mise en formule athénienne. Le résultat est que toutes les institutions, dans la nouvelle démocratie, se conformèrent au même modèle. Car si l'on revient à ces institutions, une remarque de plus s'impose. La justice était régie par des principes identiques, et cela semble, à nos yeux, beaucoup plus surprenant. Le tribunal le plus important à Athènes était l'Élié. Les juges qui le constituaient étaient tirés au sort tous les ans parmi les citoyens de plus de 30 ans qui se proposaient. Ils étaient 6000 et siégeaient, chaque fois, à plusieurs centaines. Donc, en pratique, presque tout le monde pouvait remplir ces fonctions. De plus, les citoyens qui comparaissaient devant ces juges plaidaient eux-mêmes leur cause. Ils pouvaient se faire aider à l'avance. Mais ils avaient directement la parole. Cela veut dire qu'ici aussi, n'importe qui avait intérêt à savoir plaider, et qu'il fallait plaider pour un large public et le convaincre. C'est la même philosophie sous-jacente, mais c'est un pas de plus dans l'avènement de la parole. Car on pouvait toujours s'abstenir de prendre la parole à l'Assemblée. Les gens simples ne le faisaient guère. Mais qui pouvait être sûr de n'avoir pas un jour à se défendre en justice, voire défendre son bien en poursuivant quelqu'un qui vous faisait du tort?
Les assemblées politiques d'Athènes rendaient nécessaire l'apprentissage de la parole pour quiconque espérait jouer un rôle dans la cité. Le fonctionnement du tribunal le rendait indispensable pour tous. C'est bien pourquoi le Calliclès de Platon menace Socrate, qui préfère la philosophie à la pratique de la parole, et pourquoi, par une prophétie ex eventu, il lui annonce la fin qui sera la sienne. Je cite. « En ce moment même, si on t'arrêtait, toi ou tout autre de tes pareils, et qu'on te jetât en prison sous le prétexte d'une faute dont tu serais innocent, tu sais bien que tu serais sans défense, pris de vertige et la bouche ouverte sans rien dire. Puis, amené devant le tribunal, mis en face d'un accusateur sans talent ni considération, tu serais condamné à mourir s'il lui plaisait de réclamer ta mort. » D'ailleurs, comment, entre ces deux sortes de réunions populaires, n'y aurait-il pas eu des interférences? Si l'on voulait se débarrasser d'un adversaire politique, on l'attaquait devant l'ailier. Entre Échine et Démosthène, ainsi que leurs associés respectifs, ce jeu se joua souvent. Mais il se jouait déjà lorsque les amis de Périclès furent, les uns après les autres, accusés d'impiété. On pouvait également attaquer l'auteur d'une proposition pour illégalité. Inversement, les causes qui concernaient la sécurité de l'État étaient du ressort de l'Assemblée, et cela offrait, à côté des redditions de comptes, de belles occasions pour faire condamner un adversaire, par le peuple lui-même, à de très lourdes sentences. Un homme de quelque influence devait pouvoir parler, et parler de façon claire, devant des centaines ou des milliers de citoyens de qui dépendait sans cesse son avenir, voire sa survie. Et pourquoi pas? Le principe consistant à débattre en commun une question, de façon publique, est un idéal grec essentiel. À la fin des Euménides, Échille décrit un débat de justice, remplaçant le cycle des vengeances, ainsi qu'un effort de persuasion venu d'Athéna qui triomphe des Hérénies et de leur violence. Et il fait dire à Athéna que cette victoire est celle de Zeus Agoraios, Zeus, le dieu de la parole et du débat. Cette épithète de Zeus est parfois donnée à d'autres dieux. Appliquée au roi des dieux, elle figure chez de nombreux auteurs du Ve siècle. Ainsi s'explique un premier essor, étroitement lié à celui de la démocratie, qui est celui de la rhétorique. Ce n'est point ici le lieu de suivre cet essor qui devait entraîner bien des surprises, mais il peut être bon de rappeler ce lien initial avec la démocratie. Une indication d'Aristote, transmise par Cicéron, dans Brutus 46, explique la naissance de la rhétorique à Syracuse, par la chute des tyrans en cette ville, environ 15 ans après la fin des guerres médiques. Il y eut alors quantité de procès par lesquels les gens cherchaient à rentrer dans leurs biens. Et c'est alors que Corax et Tisias eurent l'idée d'écrire des manuels pour les plaideurs afin de leur apprendre à défendre leur cause. La tyrannie avait entraîné des spoliations. Elle avait surtout fait prévaloir son arbitraire, que remplaçaient maintenant des juges procédant de façon régulière. Tisias eut un élève, Gorgias, qui l'aurait accompagné à Athènes lorsque celui-ci y vint en ambassade en 427. Même s'il n'y vint pas, le nouvel art, né en Sicile, y vint à Gorgias, qui fut assez influent pour avoir de nouveaux élèves et y être fort célèbre. Né du renversement d'une tyrannie, l'art nouveau se mit à fleurir dans la ville qui représentait le foyer même de la démocratie. Toutefois, ce n'est là qu'un premier lien et un premier point de départ pour la rhétorique. Après tout, Protagoras, qui était venu du nord de la Grèce, était arrivé à Athènes quelques 20 ans avant Gorgias. Il était resté assez longtemps pour devenir le conseiller et l'ami de Périclès. Et, si sa formation était plus philosophique et raisonneuse que celle des Siciliens, il se passionnait bien aussi pour l'argumentation des tribunaux. Nous savons par Plutarque que, selon les récits moqueurs du fils de Périclès, les deux hommes pouvaient passer une journée entière à discuter d'un cas d'accident sportif, se demandant si c'était le javelot, ou celui qu'il avait lancé, ou les agonothètes qu'il fallait, selon la plus exacte logique, tenir
pour les auteurs de l'accident. L'art de parler allait trouver là aussi son aliment. Dans le Protagoras de Platon, le bon jeune homme qui veut courir se faire l'élève de Protagoras commence par dire que le sophiste, je cite, « c'est rendre les gens habiles à parler ». Fin de citation. Mais l'important pour notre propos est surtout de relever que Protagoras resta des années à Athènes, et qu'il y revint, et que Gorgias aussi resta et revint. Tous les deux ont donné leur nom à des dialogues de Platon, où on les voit à Athènes, entourés d'élèves et d'amis, connus de tous, chez eux. Or, il n'y avait pas qu'eux. Parmi les sophistes qui enseignèrent cet art de bien parler, Hippias venait du Péloponnèse, et Thrasymach d'Asie mineure. Si les débuts de la rhétorique sont liés au début, encore fort timide, de la démocratie sicilienne, son apogée est lié, de manière indiscutable, à l'apogée de la démocratie athénienne. On en retrouvera plus loin les effets dans le domaine de l'esprit. Il est capital. Mais, avant d'envisager, on peut déjà constater, dans l'ordre des faits et des façons de vivre, l'extraordinaire ouverture que représentait ce régime. L'enseignement de l'art de parler, qui était le corollaire du pouvoir effectif des assemblées de toute nature, ouvrait les carrières politiques à des gens qui en avaient sans doute les moyens, mais qui n'étaient plus les aristocrates, nourris de leur seule tradition familiale. Le principal, dorénavant, était l'entraînement de l'intelligence, la techné, qui n'est le privilège que du savoir. Mais en même temps que le débat, et à cause de lui, la démocratie athénienne posait un certain nombre de principes qui, par leur universalité, devaient rester les mots d'ordre de toutes les démocraties de l'avenir, selon un dosage variable. On a vu que la discussion en commun était un signe de la liberté du citoyen. Ils ne sont esclaves ni sujets de personne, proclamait la pièce d'Échille. Mais elle impliquait aussi une forme d'égalité. Dans les assemblées, dans les tribunaux, tous les citoyens pouvaient théoriquement intervenir ou le devaient, et pouvaient trancher ou le devaient. Bien qu'il y ait eu dans la démocratie athénienne de grandes inégalités sociales, là, à l'Assemblée, le principe, sinon la situation de fait, était l'égalité. Le mot signifiant égalité dans la parole est employé par Hérodote pour qualifier le régime d'Athènes après la fin de la tyrannie. Et l'on a pu remarquer qu'Euripide, après avoir mis toute la liberté athénienne dans la fameuse question « Qui veut prendre la parole ?», concluait, avec un décalage dans les termes « Peut-on imaginer plus belle égalité ?» Le mot, on le sait, était appelé à une grande carrière politique, qui n'est point finie. Il vient tout droit d'Athènes, avec deux réserves. Athènes ne voulait l'égalité que dans les droits politiques, et bientôt, elle établit des distinctions entre l'égalité arithmétique, qui donne la même chose à tous, et l'égalité géométrique, qui respecte une proportion. Ces deux réserves n'ont plus cours aujourd'hui chez ceux qui réclament l'égalité. Il n'en est que plus frappant de voir les Athéniens dégager ainsi, de cet ensemble complexe et à nos yeux un peu confus, l'idée maîtresse destinée à survivre si longtemps. Et il ne l'est pas moins de voir avec quelle fermeté ils ont choisi de se placer dans la perspective du principe fondamental et non des conditions de vie. La démocratie athénienne, en un siècle, a fait progresser l'égalité, avec même quelques excès, selon certains esprits du temps, mais l'a fait progresser en facilitant la participation au débat et en élargissant l'accès aux fonctions. Participer tous également aux décisions publiques, que l'on fût riche ou pauvre, était la grande revendication, presque la seule. Dans l'éloge de la démocratie athénienne que prononce Périclès, chez Thucydide, il s'agit bien de riches et de pauvres, mais le cas n'est considéré qu'en fonction des charges politiques. Je cite. « Ce n'est pas l'appartenance à une catégorie, mais leur mérite qui nous fait accéder aux honneurs. Inversement, la pauvreté n'a pas pour effet qu'un homme, pourtant capable de rendre service à l'État, en soit empêché par l'obscurité de sa situation. » Fin de citation.
De même, l'éloge que fait Thésée dans les suppliantes d'Euripide, à une date toute voisine, parle de riches et de pauvres, mais le cas n'est considéré que dans le domaine de la parole. Sous l'empire des lois écrites, pauvres et riches ont même droit. Le faible peut répondre à l'insulte du fort, et le petit, s'il a raison, vaincre le grand. Fin de citation. Le passage aboutit au droit d'intervenir à l'Assemblée lorsque le héros demande « Qui veut prendre la parole ?» Au siècle suivant, de même, nous avons, avec Démosthène, un grand morceau d'éloquence contre les riches. Mais ce que Démosthène leur reproche est d'employer leur richesse pour entraver le respect des magistrats et le juste fonctionnement de la justice. Que ce soit l'égalité ou le rapport entre riches et pauvres, la question reste politique, plus que sociale, et vise le principe même du régime. Au reste, ce principe est aussitôt et partout mis en relation avec un autre qui est celui de la loi. Les Grecs n'ont pas inventé l'idée de loi, et les Athéniens moins encore. Mais on ne peut pas être frappé par l'insistance et la ferveur qu'ils ont apportées à en définir le rôle et à en illustrer l'importance. Cela éclate dès le texte d'Hérodote cité au début de ce chapitre et rapportant les propos du roi de Sparte relatifs aux Grecs. Ils ont un maître, la loi, qu'ils redoutent bien plus que tes sujets ne le craignent. Du moins font-ils tout ce que ce maître leur commande. Fin de citation. Ces déclarations qui lient la liberté et l'obéissance aux lois pourraient s'expliquer comme étant le fait d'un Spartiate, car Sparte était le pays de la discipline. Mais la jeune démocratie athénienne, si éprise de liberté, renchérit encore. Euripide nous présente un personnage pour qui l'hellénisme en général se définit par la loi. Jason dit ainsi à Médée que grâce à lui, elle est devenue grecque. Je cite, « Tu as appris la justice et tu sais vivre selon la loi, non au gré de la force. » Fin citation. Mais le même Euripide l'identifie aussi à la démocratie. Le texte des suppliantes ouvre la description du régime par les mots, je cite, « quand il y a des lois écrites ». Fin de citation. Thucydide, dans le discours prêté à Périclès, compense aussitôt l'idée de liberté par celle de loi. Je cite, « La crainte nous retient de rien faire d'illégal, car nous prêtons attention aux magistrats qui se succèdent et aux lois. » Mais surtout, l'Athènes classique nous a légué sur ce thème les deux textes les plus étonnants de ferveur qui aient jamais été écrits. L'un et l'autre impliquent une personnification plus ou moins poussée des lois, et le premier les fait parler. Socrate, en effet, explique qu'il ne veut point échapper à la mort en quittant Athènes, car il imagine ce que lui diraient les lois. On ne peut citer ici tout le texte, car il compte plus de 7 pages. Mais on peut donner une idée du ton. Il surprend un esprit moderne, car les lois y sont si vivantes qu'elles prennent la place des parents. Je cite, « Tout d'abord, n'est-ce pas à nous que tu dois la naissance? N'est-ce pas à nous qui avons marié ton père à ta mère et l'avons mis à même de t'engendrer? Parle, as-tu quelque critique à faire à celles d'entre nous qui règlent les mariages? Les tiens-tu pour mal faites? Nullement, répondrai-je. Et à celles qui règlent les soins de l'enfance, l'éducation qui fut la tienne. Étaient-elles mauvaises, les lois qui s'y rapportent, celles qui prescrivaient à ton père de te faire instruire dans la musique et la gymnastique? Elles étaient bonnes, dirais-je. Bien. Et après que tu as été nourri, élevé, pourrais-tu prétendre que tu n'étais pas à nous, issu de nous, notre esclave, toi-même et tes ascendants? Fin de citation. Aucun moderne ne jugerait que les lois du pays où il est né étaient bonnes. Aucun ne se considérerait comme leur devant tout, et moins encore comme leur esclave. Dans la libre Athènes, cela était possible. Et le texte répond à celui d'Hérodote sur la loi, qui est le maître des Grecs.
La rencontre invite même à donner aux mots leur sens le plus fort. Et pourtant, cette souveraineté repose sur un accord librement consenti. La suite du texte le dit nettement. Je cite. « Tout Athénien qui le veut, après qu'il a été mis en possession de ses droits civiques, après qu'il a pris connaissance de la vie publique et de nous, les lois, peut, si nous ne lui plaisons pas, sortir d'Athènes, emporter ce qui est à lui, aller où il voudra. Aucune de nous n'y fait obstacle. Aucune n'interdit à qui de vous veut se rendre dans une colonie parce qu'il s'accommode mal de nous et de l'État, ou encore à qui veut s'établir à l'étranger, d'aller au loin où il lui plaît avec ce qui est à lui. Mais si quelqu'un de vous reste ici, où il peut voir comment nous rendons la justice, comment nous administrons l'État, alors nous prétendons que celui-là a pris en fait l'engagement d'obéir à nos commandements. Et nous affirmons que, s'il ne le fait pas, il est coupable triplement, parce qu'il se révolte contre nous, les auteurs de ces jours, contre nous qui l'avons élevé, et que, s'étant engagé à l'obéissance, il ne nous obéit pas, sans chercher non plus à nous corriger par la persuasion, si peut-être nous avons tort. » Fin de citation. Le terme d'engagement ou de contrat est ici employé à plusieurs reprises, et il est net. De façon plus mesurée, mais non moins frappante, Démosthène devait, un demi-siècle plus tard, et cette fois dans le cadre d'un procès politique, retrouver le même élan. Il demande aux juges qui donc leur assurent la sécurité lorsque, sortant de la séance, ils rentreront chez eux. Il découvre alors que c'est la loi, et il poursuit, je cite, « D'ailleurs, si vous voulez bien considérer les faits eux-mêmes et chercher ce qui donne aux juges qui se suivent un pouvoir souverain sur toutes les choses de la cité, qu'il soit 200, 1000 ou n'importe quel nombre arrêté par la cité, vous trouverez que ce n'est pas pour être seul parmi les citoyens, groupés en bataillons, ni pour être en meilleures conditions physiques ou les jeunes en âge, mais parce que les lois sont fortes. Or, cette force des lois, en quoi consiste-t-elle ? Est-ce à dire qu'elles accourront pour assister celui d'entre vous qui, victime d'une injustice, criera à l'aide ? Non, elles ne sont qu'un texte écrit, qui ne saurait posséder un tel pouvoir. Alors, qu'est-ce qui fait leur force ? Vous-même, à condition de les fortifier, de mettre en toute occasion leur puissance souveraine au service de l'homme qui les réclame. Voilà comment vous faites la force des lois, de même qu'elles font la vôtre. Il faut donc les assister, comme on s'assisterait soi-même si on était offensé. Fin de citation. Un tel envol, 2 fois en un siècle, implique, par-delà les divergences de ton, un sentiment d'une rare puissance. Ce sentiment se traduit aussi dans les institutions, avec le serment de respecter les lois que devaient prêter les éphèbes, les membres du Conseil, les magistrats et les juges, comme avec la gravité des actions en illégalité. Mais, de plus, le lien avec la démocratie est constamment rappelé. Ce peut être une analyse expliquant que le mépris des lois provoque la naissance de la tyrannie, chez l'anonyme de Jamblique, ou bien l'idée, prêtée à un ambitieux, que les lois sont de vaines conventions et qu'il est beau de les fouler aux pieds pour devenir tyran, avec le Calliclès de Platon. Ou bien la méfiance contre un homme qui, peu soucieux des lois, est soupçonné de quelque complot politique en vue de la tyrannie, avec Alcibiade. Ou bien ce peut être telle analyse de philosophes montrant que la vraie démocratie se perd lorsque le peuple règne à coups de décret, à la manière d'un tyran. Partout, l'opposition revient, se répète, se précise. Qui plus est, il s'agit toujours des lois en général, du principe, valable partout et toujours. Il s'agit, une fois de plus, non pas d'une réalité, car Athènes ne fut guère un modèle à cet égard, mais d'une réalité, bien dégagée, fortement sentie. Quand Cicéron fait l'éloge des lois, quand Montesquieu exige la vertu d'une démocratie en écrivant que, dans le gouvernement populaire,
celui qui fait exécuter les lois sans qu'il y ait soumis lui-même et qu'il en portera le poids. On retrouve la lointaine descendance des ardeurs athéniennes. Et si elles se sont aujourd'hui quelque peu éteintes, on les voit renaître sous chaque régime d'oppression. Les Latins fondèrent le droit et les codes. La démocratie athénienne avait posé l'idée de la souveraineté des lois. Elle l'avait posée avec sans doute une force qui déconcerte, mais dans une perspective définie. La découverte de la démocratie était donc assortie de celle de plusieurs concepts qui devaient constituer l'armature de la pensée politique moderne dans des formes d'État cependant différentes et dans des conditions matérielles différentes. On ne peut plus penser la démocratie, qui occupe une place si essentielle dans la pensée politique européenne, sans le faire, qu'on le sache ou non, dans le sillage d'Athènes. On peut ajouter qu'elle a également ouvert la voie, de façon moins affirmée mais très originale, vers les notions de tolérance et de libéralisme. Mais il faut aussitôt préciser qu'il ne s'agit pas de la tolérance au sens où on l'entend couramment aujourd'hui et qui a trait à la religion. Il s'agit de relations quotidiennes et de rapports humains. De la tolérance religieuse, les textes anciens ne parlent pas. Mais l'explication de ce silence vaut d'être signalée. S'ils n'en parlent pas, ce n'est pas que les Grecs ne l'aient pas appréciée, c'est qu'elle allait de soi. Il importe d'autant plus de le comprendre que l'on a un cas célèbre qui tendrait à prouver le contraire. C'est celui de Socrate, condamné à mort parce que, entre autres griefs, il ne reconnaissait pas comme Dieu les dieux de la cité et en introduisait de nouveaux. Ceci ne doit pas tromper. La Grèce, on a déjà eu l'occasion de le dire, n'avait ni dogme ni clergé. Il semble que son panthéon se soit constitué de façon progressive, avec des emprunts, dont certains sont encore aisément reconnaissables, le culte de Cybèle par exemple. Ce panthéon comportait, à côté des grands dieux, des divinités mineures, qui se multipliaient parfois, héros ou allégories divines. Il était par conséquent assez souple de nature. Il était d'autant plus que les Grecs, ici encore soucieux d'aller à l'essentiel et pris de contact avec les autres, reconnaissaient volontiers dans les divinités étrangères l'équivalent des leurs. L'exemple le plus célèbre est constitué par le livre 2 d'Hérodote qui porte sur l'Égypte. On y a la surprise de voir les croyances égyptiennes identifiées, sans plus, avec les croyances grecques. Hérodote en effet des formules comme celle-ci. En langue égyptienne, Apollon s'appelle Horus, Déméter Isis, Artémis Boubastis. Et le fait est que les équivalents surgissent à chaque instant. Neit s'identifie pour lui à Athéna, Osiris à Dionysos, Hathor à Aphrodite, Amon ou Amun à Zeus. De plus, des transpositions étonnantes de légendes, comme lorsque l'on trouve Apollon et Artémis, enfants de Dionysos et d'Isis, ou bien même que le jeune Apollon est appelé fils d'Osiris. Encore si c'était tout. Mais Hérodote donne pour Zeus un nom babylonien, Bel-Marduk, ou Sith, Papaios, n'hésitant pas à écrire Zeus quand il s'agit chez les Perses d'Ahura Mazda. Comment dans ce cas les Grecs n'auraient-ils pas accueilli des divinités étrangères? Elles n'étaient qu'une forme des leurs, elles-mêmes changeantes et pourvues de multiples spécialités locales. Ils adoptèrent ainsi, au Ve siècle, un Zeus Amon et une Artémis Bindis. Même la religion en Grèce était tout ensemble universaliste et, par conséquent, accueillante. Il y a d'ailleurs toujours eu, en Grèce, une sorte de porte ouverte qui laisse la place aux diverses formes du sacré. Il suffit de penser à la prière que prononce le chœur au début de l'Agamemnon d'Échille. Zeus, quel que soit son vrai nom, si celui-ci lui agrée, c'est celui dont je l'appelle. Et l'on peut aussi rappeler qu'il y eut plus tard à Athènes un autel au dieu inconnu.
Saint Paul devait même s'en prévaloir pour tenter de glisser sous ce nom le christianisme qu'il prêchait. Au reste, chacun eût tenu pour imprudent de manquer de respect au Dieu des autres. Hérodote raconte ainsi avec bien des détails les folies de Cambyse en Égypte quand il défia Apis puis se moqua d'autres cultes. Cambyse, bientôt, meurt fou. Et Hérodote observe « Pour moi, d'après cela, il est de tout point évident que Cambyse fut en proie à une violente folie, car sans cela, il n'aurait pas entrepris de tourner en ridicule les choses saintes et consacrées par la coutume. » Suit tout un apologue sur l'attachement de chacun à ses propres coutumes. Tout le principe de la tolérance se trouve latent dans l'anecdote. On voit clairement, par tous ces faits, que des notions comme celles qui opposent le croyant et l'infidèle n'avaient pas de place dans un tel système. Ils ne débouchaient sur rien qui ressemble ni à l'intégrisme, ni aux guerres de religion. Et c'est encore un point où la tradition grecque est largement devenue celle de l'Occident, opposée à celle de l'Orient islamisé. Après tout, la Grèce est le pays pour qui le mot désignant l'étranger a d'abord voulu dire « hôte ». Il a toujours gardé ce sens à côté de l'autre. Pour les Égyptiens, les étrangers étaient ceux du désert. Pour cette raison, la tolérance religieuse allait de soi, dans la mesure où l'intérêt de la cité n'était pas en cause. La démocratie athénienne est restée fidèle à cette attitude. Elle a accueilli des nouveaux cultes. Un exemple célèbre est fourni par Sophocle, qui eut la mission d'accueillir le culte du héros Asclépios, venu d'Épidore. Elle a admis des innovations, accepté des attitudes très libres, cela en plein théâtre. Euripide, avant Platon, a refusé les traditions peu édifiantes de la mythologie. Et une de ses héroïnes déclarait avoir dans son cœur un autel de la justice. D'autres personnages se réclamaient d'un Zeus revu par les philosophes et très peu conforme aux traditions, ainsi dans la prière des cubes. Ô toi, support de la terre, et qui sur la terre a ton siège, qui que tu sois, insoluble énigme, Zeus, loi inflexible de la nature ou intelligence des humains, je t'adore. Ou bien, reprenant la réserve respectueuse d'Échille, ce théâtre la transpose en un doute qui frise l'agnosticisme. Zeus, quel qu'il soit, car je ne sais ce que l'on dit. Tout semble être admis, toutes les ombres, tous les points d'interrogation. La condamnation de Socrate n'est donc point le signe d'une intolérance générale en matière de religion. Elle s'explique par une crise politique et morale exceptionnelle. Athènes venait de perdre la guerre, et l'on sait qu'une défaite entraîne des réactions de défense violentes contre tout ce qui semble attaquer l'ordre établi. La France libérale a elle-même connu de tels moments dans la défaite. Et d'ailleurs, la mort de Socrate nous est connue par les œuvres de ses disciples indignés et meurtris qui dénoncèrent cette iniquité. L'indignation ne vient pas de nous, mais de l'Athènes d'alors. Tout ceci explique que la tolérance religieuse ne figure pas dans les thèmes dont se réclamait Athènes. En revanche, elle se voulait et se voyait tolérante dans un autre domaine, qui est celui des rapports humains. Là, elle innovait et se distinguait, non plus des barbares, mais de Sparte. Le texte de Thucydide, dont une partie a été citée plus haut, est à cet égard révélateur, car à peine a-t-il défini le principe de régime qu'il passe de l'activité politique aux pratiques quotidiennes, et à peine a-t-il rappelé le grand principe de l'obéissance aux lois qu'il y lie les tendances morales. Je cite. Nous pratiquons la liberté, non seulement dans notre conduite d'ordre politique, le koinon, mais pour tout ce qui est suspicion réciproque dans la vie quotidienne. Nous n'avons pas de colère envers notre prochain s'il agit à sa fantaisie, et nous ne recourons pas à des vexations qui, même sans causer de dommages, se présentent au dehors comme blessantes. Malgré cette tolérance qui régit nos rapports privés dans le domaine public, les démosias,
La crainte nous retient avant tout de rien faire d'illégal, car nous prêtons attention aux magistrats qui se succèdent et aux lois, surtout à celles qui fournissent un appui aux victimes de l'injustice ou qui, sans être loi écrite, comportent pour sanction une honte indiscutée. » Fin de citation. La fin du texte suppose des élans d'entraide, qui sont spontanés et non dictés par la loi. Le début suppose une souplesse dans les relations humaines qui ne l'est pas moins. Le mot de tolérance rend l'adverbe grec qui signifie sans prendre offense. Il est caractéristique de l'esprit grec en général, mais caractéristique aussi de l'esprit athénien opposé à celui de Sparte. Vis-à-vis des étrangers, Athènes était accueillante. Elle ne faisait pas d'eux des citoyens, mais elle se montrait hospitalière. Thucydide dit plus loin qu'elle ne pratiquait jamais, comme Sparte, les expulsions d'étrangers. Il dit aussi qu'à la différence de Sparte, elle ne leur cachait rien. On pouvait, à Athènes, tout voir et tout entendre. D'autre part, ce qui concerne le secours aux opprimés s'applique aux autres cités. Plusieurs pièces d'Euripide et bien des éloges d'Athènes sont là pour illustrer cette disposition généreuse dont Athènes était fière. Entre citoyens, il régnait des liens plus étroits, mais Thucydide précise bien qu'il existe une marge de tolérance envers les écarts individuels. Un mot commence à se répandre. C'est le mot « praos » qui signifie « doux ». Aristophane demande, en 421, que les Athéniens soient des agneaux entre eux et beaucoup plus doux envers les alliés. Des textes d'orateurs parlent de la douceur des Athéniens, du caractère qui les rend, entre tous, compatissants. Et ceci est une vertu. Mais quand Platon voudra stigmatiser les excès démocratiques, il emploiera précisément les mots de douceur et d'indulgence pour critiquer ce qui devient bientôt désobéissance aux lois. Il est clair que cette indulgence s'oppose à la rigueur de Sparte. Elle s'oppose aussi à la cruauté souvent reprochée aux barbares. En fait, tout se passe comme si l'élan qui poussait les Grecs vers la mise en commun des problèmes et le dépassement des barrières s'était, dans l'évolution historique, détourné de Sparte pour repartir beaucoup plus fort qu'avant avec Athènes. Avec la démocratie, avec le règne de la parole, avec les échanges d'idées constants, se développe aussi une certaine attitude morale plus accueillante et plus ouverte. Dans un livre récent, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, je me suis réjoui de trouver des phrases qui, parties de considérations toutes différentes, semblaient presque avoir été écrites pour soutenir la thèse que je défends ici. Ainsi, lorsque Calasso écrit, je cite, « Entre Athènes et Sparte, l'élément de discrimination est l'échange. Chez l'une, il provoque la terreur, chez l'autre, la fascination. » Ou bien, je cite encore, « À Athènes, ami des discours, la parole coule spontanément. C'est une rigole qui arrose tous les vaisseaux capillaires de la ville. À Sparte, les brides de la parole ne sont jamais lâchées. » Fin de citation. L'élan grec s'est perdu à Sparte. Il a rejailli dans toute sa force à Athènes. De même qu'il a pu y avoir, avant Athènes, des sociétés démocratiques qui ne nous ont laissé ni texte ni analyse sur ce qu'elles avaient voulu faire, de même la tolérance a pu exister dans bien des régions du monde sans des textes pour la célébrer. On sait, par exemple, qu'en Égypte, Égyptiens et Juifs ont longtemps fait très bon ménage. Les Grecs n'ont jamais réussi mieux, ni même autant. Mais, là aussi, ils ont laissé des textes. Et beaucoup de renseignements sur l'histoire des peuples d'alentour viennent d'Hérodote. De même, les rares revendications de la tolérance entre personnes viennent d'Athènes. Il en va donc là comme dans le domaine politique, où les choses sont plus évidentes encore. Les mots, les concepts, l'idéal, tout a été fourni par la Grèce. Ces réalisations ont pu être médiocres et imparfaites. Elles ont pu se détériorer ou comporter de graves lacunes.
Là n'est pas la question. Aujourd'hui, quand tous les exemples sont retombés dans un relatif oubli, ces mots, ces concepts, cet idéal demeurent aussi toniques et vivaces que lorsqu'ils furent d'abord découverts. Ces institutions étaient nées d'un certain désir grec de mise en commun. Leur description était née d'un certain désir grec de dire et de définir. Et la portée de ces descriptions était née d'un certain désir grec de toujours définir, non pas des faits particuliers et tout mêlés aux données quotidiennes, mais un esprit d'ensemble, des principes, une visée essentielle et assimilable pour tous. Terence n'a pas oublié les leçons de tolérance de Ménandre ou Cicéron, les leçons de démocratie de Démosthène. Le plus obscur journaliste du XXe siècle a été nourri de ces leçons sans le savoir. Et ce n'était pas un hasard. Les expériences vécues par la Grèce se muent aussitôt en expériences humaines. Athènes, d'ailleurs, ne s'y trompait pas. Elle louait non pas sa démocratie, mais